Dame de la Renaissance. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est une grande dame de la Renaissance que Franck Ferrand nous propose de rencontrer aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. On a beaucoup parlé l'année dernière de François Ier, dont on célébrait donc le 5e centenaire de l'avènement. J'ai d'ailleurs reçu ici pour parler du monarque son biographe Didier Le Fur. Cet après-midi, Didier est de retour, mais pour nous parler de celle qui aura été un peu la laissée pour compte de cet anniversaire, la sœur aînée de François Ier, Marguerite, devenue reine de Navarre, une personnalité passionnante, magnifique, attachante. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Audrey qui veut en savoir plus sur l'origine des surnoms des rois de France. Oui, d'ailleurs, François Ier, comme ses 4 successeurs, n'a pas vraiment eu de surnom. L'histoire le présente souvent comme le père des lettres, ce qui d'ailleurs donnerait lieu à un long débat, mais ce ne sera pas le jour de le mener, ce débat. C'est largement à sa sœur qu'il doit d'ailleurs cette réputation de père des lettres. Chère Marguerite. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dans les livres, vous la trouverez mentionnée sous plusieurs noms. Marguerite de Valois, Marguerite d'Angoulême, Marguerite d'Alençon, Marguerite de Navarre. Tout ça, c'est la même. C'est la sœur aînée de François Ier, puisqu'elle était née 2 ans avant lui, en 1492. Elle a très tôt manifesté de l'intérêt pour les choses de la pensée, pour les lettres, pour la religion aussi. Et nous verrons jusqu'où elle a pu pousser ce qui était devenu à la fin une véritable passion. Je voudrais saisir, si je puis dire, Marguerite, juste au lendemain de Pavie. Nous sommes le 24 février 1525. Les troupes de son frère, le roi François Ier, sont défaites à Pavie, au terme d'un véritable désastre pour l'armée française. Nous avons eu l'occasion déjà de parler à plusieurs reprises de cette terrible bataille de Pavie. C'était les forces impériales qui étaient en face, bien entendu, et bientôt François va être le prisonnier de l'empereur Charles Quint. Voici ce que nous dit Didier Le Fur dans son François Ier. Jamais depuis la bataille de Poitiers en 1356 et l'arrestation de Jean II par le prince noir, un roi de France n'avait connu tel affront. Jamais non plus depuis Azincourt en 1415, autant de nobles et de capitaines français n'avaient été arrêtés sur un champ de bataille. Jamais enfin au cours d'un conflit armé, tant de gens de bien n'avaient trouvé la mort en même temps. La défaite de Pavie n'était pas seulement un échec militaire cuisant, elle était un désastre immense pour le royaume et un raté spectaculaire pour François. Le roi François s'est donc rendu, après s'être battu, certes, même bien battu, mais enfin un peu en vain, disons-le. Il a reçu plusieurs blessures, maintenant il est aux mains de l'ennemi, et la régence continue d'être de l'autre côté des monts, de l'autre côté des Alpes, assurée par sa mère, Louise de Savoie, qui s'est installée dans un monastère des environs de Lyon, pour tenir un royaume qui va évidemment regimber, puisque le pouvoir royal est sinon vacant, du moins très affaibli. Les conditions de détention imposées par Charles Quint au roi de France seront très dures, nous allons y venir tout à l'heure. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on voit arriver au monastère où se trouve Louise de Savoie et sa fille, on voit arriver quelques jours après la bataille un prince dans un triste état, puisqu'il s'agit du beau-frère du roi, il s'agit du duc d'Alençon, Charles d'Alençon, qui, au cours de la bataille de Pavie, disons-le, n'a pas du tout mené son armée au combat. Il a au dernier moment fait demi-tour et on l'a vu quitter littéralement le champ de bataille. Vous imaginez la situation? Non seulement son attitude dans un contexte normal aurait pu paraître assez étrange, c'est le moins qu'on puisse dire, mais là, on voit le roi François Ier, sinon périr, du moins être complètement défait. Lui et ses principaux capitaines se trouvent maintenant prisonniers. Ils vont bientôt embarquer sur des galères pour aller subir leur détention en Espagne.
Et le propre beau-frère du roi n'a rien fait. Il est lui sain et sauf, bien entendu, sauf qu'il arrive quand même dans une bien piteuse situation et dans un bien calamiteux état à l'abbaye de Saint-Just, donc où sont les quartiers, non seulement évidemment de sa belle-mère, Louise de Savoie, la mère de François Ier, mais aussi de son épouse, Marguerite, duchesse d'Alençon. J'avais, il y a quelques années, dans un roman qui s'appelait La Régente Noire, raconté un peu l'arrivée de ce pauvre duc d'Alençon qui arrive avec son regard de chien battu. Pauvre regard, écrivais-je, où entrait sans doute moins d'amour pour l'épouse que d'obligation sincère pour celle qui le soignait si bien. Mamie, gémissait-il, mon honneur a passé, il est resté Outremont. Et à quoi, bien sûr, Marguerite essayait de répondre, elle essayait de réconforter son mari, de le remonter un peu, de lui expliquer que de toute façon, il n'aurait pas pu porter secours à son beau-frère, alors il valait peut-être mieux épargner un certain nombre de vies. Il fut brisé, écrivais-je, par une toux hachée, celle d'un poitrinaire à l'agonie. Un murmure parcourut l'assistance. La princesse posa ses paumes sur le cou du prince. « Écoutez, lui dit-elle, une fois encore, vous n'avez à vous reprocher les fautes commises par d'autres. » Évidemment, on considérait dans cette affaire que un certain nombre des conseillers et des compagnons de François Ier, je pense évidemment à Bonnivet au premier chef, avaient été les principaux fautifs, que c'était eux qui avaient causé le désastre de Pavie. La grande inquiétude de Charles d'Alençon, c'est sa belle-mère. Il sait qu'il va devoir être confronté à Louise de Savoie, qui ne peut pas comprendre qu'il ait abandonné son beau-frère sur le champ de la défaite. Et la réception que Louise de Savoie réserve à son beau-fils, à son gendre, est épouvantable, il faut bien le dire. Et pour Marguerite, c'est difficile de vivre cette situation. Vous savez, ça fait 15 ans qu'elle vit avec cet homme qu'elle n'aime pas, avec lequel elle n'a pas eu d'enfant. C'est un couple extrêmement difficile que celui du duc et de la duchesse d'Alençon. Et voilà maintenant qu'elle va devoir prendre la défense d'un mari qui, sur le champ de bataille, n'a pas été capable véritablement de se battre. En 3 ou 4 jours, écrivais-je, la santé de Charles d'Alençon déclina si fort qu'on dut songer à lui prodiguer les sacrements. Marguerite, irréprochable, demeurait nuit et jour au chevet du malade, allant jusqu'à lui frictionner le dos, à tenir devant lui des bassins où il crachait son sang. Jamais la princesse ne faiblit, elle qui durant 15 années de cette union stérile n'avait guère nourri pour son mari de dévotion sensible, sut se montrer douce en cette extrémité, aimante même. Elle paraissait animée d'une inépuisable compassion pour ce combattant déchu. Pas une fois elle ne lui reprocha son attitude à Pavie, bien au contraire, elle avait fini par élaborer toute une théorie selon laquelle, au plus fort de la bataille, la prudence de son époux avait épargné des milliers de vies et préservé des forces précieuses pour l'avenir. Elle tenta même d'en persuader le principal intéressé en vain, peut-être pour l'en convaincre, n'y croyait-elle pas suffisamment elle-même. La vérité, c'est que le duc d'Alençon ne survivra pas à la maladie qu'il a rapportée d'Italie. Il va se laisser mourir, disons-le. Certains, parmi les chroniqueurs sans doute les plus amènes, ont dit qu'il s'était laissé mourir de désespoir. Vous me permettrez de considérer plus probablement que Charles d'Alençon est simplement mort de honte. La basse danse quand on désire, c'est un extrait du livre CD François Ier, musique d'un règne à l'instant sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites faire connaissance avec une personnalité magnifique et attachante. C'est Marguerite de Navarre qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Et Marguerite va jouer dans les moments qui viennent. Elle est toute jeune veuve là maintenant, bien sûr. Vous imaginez sa situation. Sa mère, la régente Louise, est en train d'essayer de sauver ce qu'elle peut sauver d'un royaume aux abois. Son mari vient de mourir. Je vous ai dit qu'il était mort de honte, mais c'est quasiment ça en fait. Et son frère se trouve maintenant dans les geôles du roi d'Espagne et empereur Charles Quint. Il a d'abord été installé à Valence et puis à Madrid au donjon de l'Alcazar et bientôt au donjon de Los Luranes. Et il va être là dans une situation de véritable reclus. Il vit extrêmement mal sa captivité, François Ier. La honte dont il a couvert la couronne
rejaillit sur lui et on va le voir dépérir de semaine en semaine jusqu'à ce qu'il ne devienne très malade. Un abcès s'est d'abord formé au nez, il entraîne une forte fièvre. En peu de jours, le roi a dû s'aliter. On le voit perdre même ses facultés mentales. On dit qu'il ne reconnaît plus certains de ses compagnons, vous imaginez. On a demandé d'urgence une audience à l'empereur et Charles Quint est venu et lui-même est très inquiet de la situation. Évidemment, on tient au courant la cour de France de ce qui est en train de se passer et c'est là que Louise de Savoie, la mère de François et de Marguerite, va avoir une idée assez extraordinaire. Sa fille, à l'époque, a 33 ans tout de même. Ça n'est plus une jeune femme au XVIe siècle, bien entendu. Elle n'en reste pas moins belle selon les critères de l'époque. C'est une femme très grande, on y reviendra tout à l'heure, sur l'aspect un peu particulier de Marguerite d'Alençon, puisqu'elle est toujours la veuve du duc d'Alençon. Elle eut les plus beaux yeux du monde, nous dit Maurice Rat, et le plus doux des sourires. De ce sourire compte, à en croire Brantôme, les princesses de Valois, que triomphe pleinement dans la vie et dans les écrits le plus bel amour courtois. Alors évidemment, on est peut-être un peu dans la géographie. Il n'en est pas de plus beau modèle que cette princesse qui honora nos lettres et l'histoire et qui, sœur d'un monarque grand lettré entre tous, eut la chance d'être encore la grand-mère d'Henri IV, le premier en date des rois de France et de Navarre, celle que Michelet, qui n'est pas suspect d'une trop grande complaisance quand il parle du souverain, assure de son éternelle reconnaissance parce que, dit-il, son giron charmant fut le nid de la liberté, entendait évidemment du point de vue de Michelet, fut le nid du protestantisme, parce que c'était ça évidemment qui l'intéressait, et c'est en cela que Marguerite, à laquelle on a donné beaucoup de surnoms, c'est la perle des Valois, la Marguerite des Marguerites, c'est à son ouverture à la religion réformée que l'on doit sans doute la très grande aménité d'un certain nombre des historiens qui ont eu à en parler. Marguerite est, c'est certain, une femme lettrée, une femme cultivée, elle est une femme de caractère surtout, et sa mère a cette idée assez extraordinaire de l'envoyer en ambassade. Mais oui, puisque le roi François est en train de dépérir dans sa prison espagnole, pourquoi n'enverrait-on pas à la tête de la délégation française chargée de négocier la libération du roi avec l'empereur et avec le chancelier Gattinara, pourquoi n'enverrait-on pas la sœur même de François? Et c'est pour Marguerite le début d'une affaire extraordinaire. On va la voir embarquée sur les galères de la monarchie française, toute pavoisée de bleu et de lys. On va la voir traverser dans des conditions difficiles. N'oubliez pas les barbaresques. À l'époque, elle va traverser une partie de la Méditerranée, débarquer à Barcelone, et là, c'est le début d'une espèce d'équipée incroyable à travers les paysages désertiques d'une Castille peu accueillante. On voit Marguerite jour et nuit avancer à marche forcée, épuiser tout son entourage pour essayer de se rapprocher de ce frère qu'elle aime tendrement depuis l'enfance, ce frère qu'elle veut sauver, et à travers lui, c'est le royaume qu'elle entend bien sauver. Alors, c'est très dur, cette équipée, bien sûr, c'est un voyage long, pénible et difficile, mais finalement, ayant crevé plusieurs chevaux sous elle, on voit Marguerite arriver au soir du 19 septembre 1525 à Madrid. Elle est épuisée, bien entendu, vous imaginez, 3 semaines de voyage depuis Aigues-Mortes, mais cette fois, elle est là, vêtue de blanc, elle monte à côté de l'empereur Charles qui est venu l'accueillir et qui lui fait rendre les honneurs. Elle monte le petit escalier qui mène jusqu'à la geôle de son frère. Alors évidemment, elle a une popularité extraordinaire, y compris chez les Castillans. Elle traînait, nous dit un chroniqueur, tous les cœurs après soi. Marguerite entre dans la chambre, dans la cellule de son frère tellement malade. Elle est très émue, bien entendu. Et elle a du mal à le reconnaître. Il est complètement pâle, amaigri, il est d'une tristesse insondable, et on se demande s'il la reconnaît vraiment, pour tout vous dire. Il est tout simplement à l'article de la mort. « Voici votre sœur, lui dit l'empereur. Elle a fait le plus inouï des voyages pour vous voir. » François Ier ne réagit pas véritablement. L'état du roi va s'aggraver encore de jour en jour, de nuit en nuit, et à son chevet, on voit Marguerite s'inquiéter beaucoup, la fièvre empire, la mort est maintenant imminente. Les médecins lui donnent 3 jours à vivre. Alors Marguerite
a une idée. Elle rassemble tous les fidèles qui sont autour du roi, toute cette petite cour, des compagnons qui, sur le champ de Pavie, n'ont pas su sauver autre chose que l'honneur, n'est-ce pas, pour reprendre la fameuse expression du roi. Elle fait dresser, j'allais dire dans un coin, c'est pas un coin puisque la cellule est quasiment ronde, mais elle fait dresser dans la cellule un autel de fortune. C'est l'archevêque d'Embrun qui va officier, et à l'heure de l'élévation, le prélat s'approche du roi mourant et d'une voix forte, il l'exhorte à regarder le Saint-Sacrement. Et là, alors qu'on pensait vraiment que le roi était en train de glisser gentiment, lentement vers la mort, là, François ouvre un œil, il fixe la grande hostie et il amorce un geste du bras. Alors, Marguerite va mettre l'hostie sous les yeux de son frère. « Dieu me sauve l'âme et le corps », murmure le roi dans ce qui n'est plus qu'une sorte de borborigme. Il implore sa sœur de lui permettre de recevoir l'hostie, alors que tout le monde, à commencer par ses médecins bien entendu, s'était opposé à cette idée. Marguerite détache un morceau de la grande hostie, elle le glisse entre les lèvres du roi. François se lève littéralement dans un sursaut. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on pense que c'est l'effort qu'il a fait pour déglutir, c'est l'effort qu'il a fait pour avaler cette hostie qui aurait, semble-t-il, vaincu l'abcès et qui aurait fait que, une semaine plus tard, le roi était sorti d'affaire. Vous m'avez bien compris, Marguerite on va l'appeler pour l'instant Marguerite d'Alençon, vient de sauver François Ier. Cet après-midi sur Europe 1, c'est la sœur aînée de François Ier qui est à l'honneur. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité Didier Le Fur. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Elle est la sœur aînée de François Ier. Nous l'avons quittée il y a quelques secondes avec vous, Franck Ferrand. Nous sommes en 1525 en Espagne. Marguerite d'Alençon vient de sauver son frère François Ier de la mort. Et voilà, et maintenant elle va pouvoir mener cette mission diplomatique pour laquelle Louise, sa mère, l'avait envoyée en Castille. Elle retrouve l'empereur et le chancelier à Tolède, qui est la capitale de l'époque, et nous dit Brantôme, je sais bien qu'il faut toujours ne citer Brantôme qu'avec parcimonie, mais tout de même il nous dit qu'elle triompha de bien dire et bien haranguer, et avec une bonne grâce dont elle n'était pas dépourvue, fit si bien par son beau dire qu'elle s'en rendit plus agréable qu'odieuse, nous dit le chroniqueur, d'autant qu'avec cela elle était belle, jeune et en la fleur de son âge. N'exagérons rien tout de même. Mais enfin bon, Marguerite défend pied à pied la position d'une France dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est difficile à défendre, vous l'imaginez, on a tout perdu dans cette affaire. Mais le problème, c'est que Charles, et le chancelier Gattinara ne fait que traduire, bien entendu, en termes diplomatiques et de traiter les volontés de son empereur et maître, Charles veut la Bourgogne. N'oubliez pas toute l'histoire de Charles Quint, d'où il vient, etc. Pour lui, la Bourgogne lui appartient, elle est sienne, il veut la retrouver. Et ça, c'est inacceptable pour la couronne de France, bien entendu. Alors, Marguerite va user de tous les arguments. Elle se fait tour à tour enjôleuse et parfois même menaçante. « Si mon frère meurt par votre vigoureux traitement, dit-elle, sa mort n'en demeurera pas impunie, ayant des enfants qui quelques jours deviendront grands et en feront vengeance signalée. » Mais elle a beau dire, la pauvre Marguerite, elle a beau faire, rien n'aboutit. Alors elle va quand même réussir à négocier le mariage de son frère avec Éléonore de Habsbourg, qui est la sœur de Charles Quint, mais c'est un petit résultat par rapport à ce qu'on attendait de cette ambassade. Et Marguerite va devoir finalement quitter l'Espagne après avoir tenté de faire évader son frère. Elle a monté tout un plan pour le faire sortir de son donjon. Ça c'est su. Des papiers ont été mis sous les yeux du chancelier et elle doit, avant que son propre passeport ne soit décrété invalide, elle doit quitter l'Espagne. Elle rentre bien malheureuse en France. Le dévouement de Marguerite était plus utile à François Ier qu'une armée, nous dit quand même Humbert de Saint-Amand. Le cœur d'une femme avait trouvé plus de ressources que l'esprit des diplomates et que la science des hommes d'État. Certes, mais le traité de Madrid n'en sera pas moins signé en 1526 et l'on peut dire qu'il n'est pas favorable à la France, bien entendu. Moyennant quoi, François Ier va tout de même, en échange de ses enfants, vous savez qu'il va envoyer ses deux fils aînés en otage d'État en Espagne, mais lui est libéré.
une très importante rançon, une rançon gigantesque va être négociée. Mais en attendant, François rentre dans un premier temps à Bordeaux puis à Cognac. Il va bientôt aller s'installer dans la région parisienne et l'on voit à ce moment-là la cour reprendre un certain éclat et le pouvoir royal réaffirmer en France cette primauté qui était la sienne depuis maintenant presque 3 siècles. François Ier a réussi, si je puis dire, son affaire, et il veut absolument récompenser sa sœur. Alors, Louise de Savoie avait déjà fait don à sa fille du duché d'Alençon et du comté de Perche. Le roi de France lui ajoute le duché de Berry. Simplement, contre l'avis de Marguerite, on reprend la guerre contre Charles Quint. Pour se liguer contre Charles Quint, François décide de demander l'aide du roi d'Angleterre, Henri VIII, vous savez, et l'on a songé à ce moment-là, ça a fait partie des arguments de négociation, on a songé à remarier cette jeune veuve qu'était Marguerite au roi Henri VIII d'Angleterre. On a envie de dire, ça ne s'est pas fait, heureusement pour le coup de Marguerite. Que lui serait-il arrivé à la pauvre? Elle aurait peut-être été décapitée comme d'autres. Enfin bon, une piste en tout cas est bientôt envisagée pour remarier la sœur du roi, et c'est celle d'Henri d'Albret. Qui est-il, Henri d'Albret? C'est le roi de Navarre, petit territoire la Navarre, d'autant plus que il est complètement coupé en deux à l'époque et que la moitié est sous l'autorité de l'empereur et roi d'Espagne. Toute la partie sud, si vous voulez, au-delà des Pyrénées, appartient à la couronne d'Aragon. Pourquoi François veut-il marier sa sœur à ce roi? Parce que les deux hommes se connaissent. Henri d'Albret, roi de Navarre, est un allié important de François au-delà des monts, c'est-à-dire en Italie. Le roi de France apprécie son courage, sa détermination. Il n'a que 21 ans, rappelez-vous, je vous ai dit que Marguerite a 12 ans de plus, elle. Et la vérité, c'est qu'elle est tombée amoureuse de ce Henri d'Albret. Le 16 avril 1525, Henri d'Albret s'était échappé du château de Pavie. Un de ses pages avait pris sa place dans son lit. Lui, il s'était emmitouflé sous les draps. Il faisait croire qu'il était... Le page faisait croire qu'il était très malade. Et pendant ce temps-là, l'autre s'était sauvé. C'est un jeune prince brillant d'intelligence et de bravoure, nous dit Victor Lureau, qui fut l'une des gloires et l'un des bienfaiteurs de ce pays. Il va donc épouser la sœur du roi de France. Vous imaginez ça? Le mariage est célébré en grande pompe à Saint-Germain, au château de Saint-Germain-en-Laye, le 24 janvier 1527. Alors cette fois, c'en est fini de Marguerite d'Angoulême et de Marguerite d'Alençon. On va appeler notre chère héroïne Marguerite de Navarre, bien entendu. Elle devient reine de Navarre. Alors, dans un premier temps, François Ier va combler les jeunes mariés de présents, de promesses, etc. Mais très vite, Marguerite va déchanter et elle va pouvoir mesurer, dans toutes les longues années qui lui restent à vivre, et même au-delà, elle va pouvoir mesurer à quel point l'ingratitude des rois est toujours plus forte que l'amour des frères. Marguerite aura du mal avec François Ier, il va lui faire avaler des couleuvres épouvantables, c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant, et il va surtout lui tenir tête sur des affaires qui pour elle sont essentielles et qui sont peut-être la grande affaire de sa vie, on va y venir dans un instant, ce sont les affaires religieuses. Nous allons donc maintenant retrouver Marguerite de Navarre chez elle. Quand je dis chez elle, c'est à Nérac et à Pau. Bonjour Didier Le Fur. Bonjour. Alors merci beaucoup de venir parler enfin de Marguerite, puisque on ne parlait depuis un an que de François. Le frère et la sœur étaient vraiment très proches l'un de l'autre. Ils ont vraiment formé une sorte de couple fraternel. On y vient avec vous dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, sur Europe 1, Franck Ferrand, vous recevez Didier Le Fur, historien et auteur notamment de François Ier, paru chez Perrin. Mais on ne parle pas de François Ier, mais de sa grande sœur Marguerite de Navarre, qui désormais vit à Pau, Franck. Et oui, alors il faut vous dire que Marguerite de Navarre se taille une place importante dans la biographie de Didier Le Fur, parce qu'elle est un personnage essentiel, notamment de la jeunesse du roi. Il ne faut pas oublier que François Ier n'a quasiment pas connu son père, en tout cas il n'en avait pas de souvenir, puisque son père est mort alors qu'il était tout petit, et c'est donc sa mère, Louise de Savoie, et sa sœur, Marguerite, qui n'avait que 2 ans de plus que lui, mais qui était d'une maturité extraordinaire, qui l'ont en quelque sorte élevé. Louise de Savoie avait pour devise, Didier Le Fur, libris et liberis, c'est-à-dire pour mes livres et pour mes enfants. Elle aimait autant Marguerite que François?
Ça, c'est un peu compliqué. Non, je pense qu'elle préférait son fils quand même que sa fille. Même si, et c'est ça qui est amusant, c'est que très très vite, et notamment à partir du moment où François d'Angoulême va devenir le premier prince de sang, à partir du règne de Louis XII, et l'héritier du trône, eh bien, va se créer autour, notamment par les auteurs, et puis même par la volonté de Louise de Savoie, une sorte d'image comme ça d'un parfait triangle qui existerait entre, justement, comme un peu à l'image de Sainte Anne, de la Vierge et de Jésus-Christ, eh bien cette espèce de famille de cette figure géométrique parfaite qui ferait une protection contre le mal, mais aussi qui serait utile plus tard, en tout cas, au destin magnifique de François Ier et aussi du royaume de France. Elle était, dit-on, aussi bonne élève qu'il était médiocre, lui, qu'il avait du mal avec les précepteurs. On dit que notamment elle recopiait très vite des poèmes dans plusieurs langues, etc. C'est le signe même de quelqu'un qui domine l'écriture. Ouais, on regarde les manuscrits de d'Anne de Bretagne, ils sont parfaits, tout propres, tout jolis. On peut douter de sa capacité à bien écrire. Ceux d'Anne de Beaujeu, par exemple, sont eux extrêmement rapides. Elle sait lire, elle sait écrire, il n'y a pas de problème. Et pour Marguerite d'Angoulême, c'est exactement la même chose. C'est ça. Donc, il est évident qu'elle maîtrise parfaitement l'écriture, qu'elle sait bien plus de latin que son frère, et que... Mais vous avez raison de dire son frangin, parce que il y a une très grande tendresse entre ce garçon et cette fille. C'est vraiment un lien très fort. C'est un lien insécable. Que quand je vous parlais de la figure du parfait triangle, elle était une image officielle de ce lien qui a duré très très longtemps, dont elle a souffert aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure très justement. Pardon. Mais qui lui a laissé une sorte de fidélité, un lien insécable comme ça, qui l'attachait profondément à son frère et à le protéger même parfois quand c'était plus difficile de le défendre. Et à faire quasiment une sorte de diplomate entre le frère et la mère, puisque il y a eu de très 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 nombreuses fâcheries entre Louise de Savoie et son fils François Ier, et on a toujours l'impression que Marguerite est un peu entre les deux, un peu entre le marteau et l'enclume. Alors c'est très compliqué parce que elle aussi a eu des problèmes avec sa mère aussi, et notamment justement pour des questions religieuses, mais elle a toujours essayé de faire le lien, en tout cas, et autant sur le plan familial que sur le plan politique, parce que comme vous parliez tout à l'heure de la période de 1525, Claude de France décédant en 1524, la femme de François Ier, la première épouse, c'est elle qui va s'occuper des enfants, et pendant la régence de Louise de Savoie étant souvent malade, elle va être là comme une sorte de garantie possible, en tout cas pour reprendre ce pouvoir s'il arrivait malheur à sa mère. Il fallait quand même qu'elle ait une certaine prestance et un caractère non moins assuré pour qu'on lui confie cette fameuse ambassade du lendemain de Pavie. C'est elle qui va aller négocier? Alors cette ambassade, elle a plusieurs degrés. D'abord parce qu'il ne reste plus grand monde. Oui, c'est vrai. Faut reconnaître de que libre ça, c'est vrai, ou de vivant en France, et que les principaux hommes d'État de l'époque ou des princes de sang restent dans le royaume pour le protéger en cas de guerre. Donc envoyer une femme, c'était moins dangereux. Elle a ce rôle-là de fille de régence et de frère de roi, et donc par conséquent, elle a une crédibilité. Et puis d'autre part, il y avait aussi tout un espoir qui commençait à se créer par rapport aux négociations. C'est-à-dire que elle était donc veuve depuis le printemps 1525 du duc d'Alençon, et on espérait la remarier. Et avant qu'on imagine la remarier à Henri VIII, eh bien, on avait pensé, pour des raisons diplomatiques toutes bêtes, lui faire épouser Charles de Bourbon, connétable, qui avait trahi le roi de France, qui était à Pavie du côté des impériaux, et qui avait à cette époque-là une aura formidable. Et ce connétable avait obtenu de Charles Quint l'espoir d'épouser la sœur de Charles Quint, Éléonore d'Autriche. Or, cette association-là était compliquée pour la France. D'autre part, selon les premiers... les premières esquisses du traité, la France était complètement divisée en 3 morceaux, enfin 4 même, avec une très grande partie... Démantelé, on peut le dire, le royaume était démantelé. Et avec une très grande partie pour le duc de Bourbon, qui aurait presque un royaume à part. Et donc pour casser ça, dans les négociations françaises, on a poussé, côté François Ier dès le départ, et puis après toute la diplomatie française, pousser un mariage avec Éléonore d'Autriche pour justement rompre le lien entre Bourbon et Charles Quint, et en
contrepartie, proposer Marguerite d'Angoulême à Bourbon. Ça, c'est pas fait. Ce qui est terrible, c'est que dans toutes ces négociations dont vous parlez, Marguerite est rangée exactement au rang des princesses de l'époque, c'est-à-dire qu'une fille bonne à marier, quoi. C'était vraiment ça. Or, elle est tout autre chose, tout de même. Elle a une personnalité, elle a une intelligence, une présence à la cour incroyable, un dialogue naturel avec les ecclésiastiques, avec les auteurs, enfin les escrivains, devrais-je dire, de l'époque. Bref, elle est un cerveau, Marguerite de Navarre. D'abord, elle est très grande, il faut peut-être dire ça. Alors, c'est certes un cerveau, c'est certes une femme cultivée, incontestablement. Mais le problème, c'est que dans la diplomatie et dans les valeurs familiales de l'époque, ça reste qu'une fille. Mais oui, voilà. Et donc, quel que soit... Notamment aux yeux de sa mère. Voilà, exactement. Qui était pourtant, savait de quoi elle parlait. Oui, mais quand même, on garde ce principe-là. Et donc, de fait, elle était quand même soumise, j'allais dire, à son frère et à sa mère pour tout ce qui concernait toutes ces affaires matrimoniales. Et on va voir à quel point, toute sa vie, elle va finalement être déçue par son frère. Le François n'aide pas son mari, n'aide pas Albret du tout dans sa reconquête du royaume de Navarre. Et François va vouloir même à une époque marier la fille de Marguerite, la célèbre Jeanne. C'est la Jeanne d'Albret qui un jour donnera naissance au futur Henri IV. Il voudra marier Jeanne d'Albret au duc de Clèves. Enfin bref, un mariage dont ne veut ni la fille ni la mère. Qu'importe. Ni le père d'ailleurs. Ni le père d'ailleurs. Et François Ier passe outre. C'est assez extraordinaire de voir. Alors ça faut remonter même dès 1527 quand François Ier donne sa sœur au roi de Navarre. Cet acte-là, finalement, le roi de Navarre, le royaume de Navarre, comme vous l'avez dit, c'est vraiment tout petit. C'est pas très. C'est tout petit, c'est coupé en deux. Voilà. Donc, et ce serait pas très très glorieux pour une sœur de roi d'épouser quand même un roi, mais vraiment d'un tout petit royaume. Cet acte-là avait un sens. Il est jeune, beau et galant, quand même, il faut le dire. Il avait aussi un sens politique, ce mariage, c'est que dans le traité de Madrid, il était dit que François Ier ne devait absolument pas aider Navarre à reconquérir son royaume en entier. Or, le fait de donner sa sœur au roi de Navarre, c'était une manière de rompre encore un peu plus ce traité de Madrid et de prendre un peu plus de liberté. Le seul problème, c'est que François Ier n'ira jamais aider Henri de Navarre à reconquérir son royaume, tout simplement parce que, là encore, c'est un peu compliqué. La deuxième partie du royaume étant de l'autre côté des Pyrénées, les armées françaises, en passant que par Perpignan ou que par Hendaye, c'était des couloirs et ils étaient pris forcément de l'autre côté et c'était impossible de le reconquérir. La grande passion de la vie de Marguerite, on va y venir dans un instant, et puis on parlera des lettres évidemment et de toute cette écriture, mais sa grande passion c'est la religion. Et très tôt, elle va s'ouvrir à des idées qui sont des idées de rénovation de la religion. Alors ça ne veut pas dire qu'elle soit réformée elle-même, elle est proche des cercles qu'on appelle à l'époque évangéliques et notamment du cénacle de Meaux qui est tenu par un célèbre... Brissonnet et Lefebvre d'Étaples. Et donc ce Brissonnet devient quasiment une sorte de directeur de conscience de Marguerite, par lettres interposées. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est plus une relation épistolaire. Certes, il se confie beaucoup quand on regarde ses lettres entre 1520 et 1525. C'est une vraie amitié. Elle raconte plein de choses, dans son intimité aussi. C'est par ces lettres-là qu'on saura aussi, notamment les émotions de François Ier à la mort de Claude de France ou des choses comme ça, la santé des enfants. Et puis à côté de ça, il y a tout un aspect justement de piété, de religion, où comment on appelle ça, Marguerite continue et poursuit tout un courant qui avait été engagé déjà depuis la fin du XVe siècle, un courant très franciscain autour de la couronne. Pour une purification des pratiques religieuses en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est depuis l'adoption de cette idée de l'Immaculée Conception, il y avait toute une série de textes qui avaient apparu comme ça, sur la vie de Sainte Anne, la vie de la Vierge, la vie de Joseph, et qui romançaient terriblement tout cet aspect de la vie du Christ. Et beaucoup d'intellectuels, déjà dès le XVe siècle, avaient commencé à dire que ça suffisait, qu'il fallait peut-être revenir à des choses plus essentielles et plus pures. Et le courant franciscain et celui de Lefebvre d'Étaples sous Louis XII avaient accentué tout ça. Et Luther arrivant avec des théories un peu plus puissantes, nettement plus radicales, voilà, oui, disons-le. Mais finalement intéressantes aussi pour certains, c'est-à-dire comme le fait que le salut ne dépendait que de la foi et non plus du dialogue entre le croyant et Dieu, de supprimer tous les intermédiaires liés à la hiérarchie ecclésiastique, tout ça. Ça faisait tilt parmi ces hommes de mots. Et Marguerite
dans cette mouvance de modernité, a suivi ce rythme-là. Pour eux, elle est très importante, parce qu'elle est auprès du roi, bien entendu. Elle est la fille de la régente Louise, elle est la sœur de François Ier. Elle peut leur donner une importance et elle peut leur permettre de triompher, in fine. Est-ce que Marguerite va réussir à convaincre son frère lorsqu'il s'agit d'ouvrir la religion ? Eh bien, nous avons la réponse avec vous dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Elle était la grande sœur de François Ier, Marguerite de Navarre, avait aussi beaucoup de passion pour la religion. On vient d'en parler avec votre invité Franck Ferrand, Didier Le Fur, historien et auteur notamment de François Ier, paru chez Perrin. Alors, est-ce qu'elle a réussi à convaincre François Ier ? Alors justement, non seulement elle l'a convaincu, je crois qu'on peut le dire dans un premier temps, c'est-à-dire qu'elle l'a ouvert à toutes ces questions, elle l'a intéressé. Mais il est d'abord, disons-le, assez difficile d'intéresser longtemps François Ier sur des sujets intellectuels. Il faut quand même dire les choses. Mais c'est aussi dans la logique d'un roi de France de participer à la réforme de l'Église. Donc l'idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que par exemple Louis XII qui protégeait déjà tout le Fèvre d'Étaples et encourageait même les évêques à réformer déjà dans le royaume, François Ier a commencé à poursuivi au début de son règne cette politique-là. Avec l'arrivée du Concordat, ça c'était un peu différent, mais malgré tout, ce Concordat qui remettait l'Église de France sous l'autorité de Rome pouvait aussi avoir une vie extrêmement brève, oui. Et revenir. Et donc tous ces personnes qui étaient favorables à une sorte de gallicanisme en France, eh bien pouvaient être là encore réutilisées et remis sur le premier plan. À la veille de Pavie et de la fameuse ambassade de Marguerite au-delà des Pyrénées, et au lendemain de Pavie, on a l'impression qu'elle réussit d'une certaine manière. Et l'on voit les positions de François Ier vaciller sur beaucoup de questions religieuses. On le voit s'intéresser à l'échange et on pourrait presque dire à la négociation avec un certain nombre même de tenants de la réforme. Je pense à Mélenchon, par exemple. Oui, bien sûr. Et ça va durer une dizaine d'années encore. Et puis, en gros, jusqu'à l'affaire des placards. Et ben voilà, il y a la fameuse affaire des placards. Alors, on rappelle en 2 mots de quoi il s'agit. On a été affiché sur la porte de l'appartement du roi à Amboise, mais dans plusieurs villes royales. On a affiché des grands placards, c'est-à-dire des affiches qui sont extrêmement choquants, qui attaquent directement l'Eucharistie, la Sainte Messe, etc. Donc c'est complètement tout le système de la pratique religieuse. Qui a écrit ces placards? Ça, c'est un grand mystère historique, mais enfin, on ne viendra pas là-dedans. Toujours est-il que là, du jour au lendemain, François Ier se raidit. Oui. C'est la répression, c'est la chape de plomb qui s'étend sur les questions religieuses. On revient au catholicisme pur et dur. Et c'est un échec pour Marguerite, il faut le dire. C'est-à-dire que, en tout cas, pour elle et pour tous les gens qu'elle pouvait protéger, c'est évident que c'est fini. Et que, en plus, toutes ces tentatives de réforme douces, en tout cas, sont là c'est le cas de le dire, mises au placard pour justement une répression beaucoup plus violente et beaucoup plus concrète contre tous ceux qui militeraient pour le luthérianisme. Elle-même avait eu quelques problèmes avec la faculté de théologie de Paris au moment de la publication de son Miroir de l'âme pécheresse, il faut le dire. Alors, pour la première édition en 1531 est passée comme une lettre à la poste, si j'ose dire. Personne n'a regardé tout ça. Sauf qu'il y a une nouvelle édition en 1533. Et justement au moment où tout se crispe. Voilà, où ça commence à se crisper et où François Ier regarde de plus en plus du côté de la papauté, parce qu'on prépare le mariage justement du futur Henri II avec Catherine de Médicis. Il y a des alliances qui se font et donc du coup, il y a une nécessité pour le roi de France d'être un peu plus catholique, si j'ose dire, en tout cas plus pro-romain. Et c'est surtout aussi parce que dans ces éditions de 1533, il y a eu quand même quelques modifications du texte par rapport à celui de 1531. Et ces modifications étaient un peu plus brutales, un peu moins conciliantes. Et si François Ier, parce que c'était sa sœur, va tout est arrêté, tous les procès, toutes les procédures, on va dire. Exactement, contre elle. Il va essayer de sauver sa sœur quand même. Il y arrive d'ailleurs sans problème. Un an et demi plus tard, ce sera l'imprimeur qui va être condamné à mort au moment justement de la répression contre dans l'affaire des placards pour justement un peu mettre en balance tous ces problèmes. Mais alors, c'était normal que la sœur d'un roi se mette à écrire une sorte de traité théologique d'une certaine manière, ou en tout cas un écrit religieux? Mais il y avait plusieurs femmes déjà ou princesses qui avaient écrit. Elle était quand même Marie de France. Voilà, exactement. Elle était dans une logique d'expression. On n'était pas dans l'étonnement. On était un peu dans l'esprit de Christine de Pisan, on va dire. Hein, voilà. On est dans une forme d'expression d'une culture. En plus, ces textes, faut pas exagérer. C'est pas du tout des textes révolutionnaires. Hein. Donc, c'était parfaitement admissible par une quantité d'esprit. Et c'est pas parce que les gardiens du temple un peu
réactionnaires de la Sorbonne cherchaient à éliminer tout ce qui pouvait avoir plus ou moins d'influence. Elle écrit des contes aussi, et ça c'est resté peut-être le plus célèbre de ses ouvrages, c'est l'Heptaméron. Alors ça, c'est plus tardif, c'est dans les années 1540, là où justement son rôle à la cour de France est pratiquement nul, oui. Où ses visites à son frère sont aussi très rares, et où là, sa carrière de femme de lettres prend de plus en plus d'importance. Alors, elle a commencé déjà dès les années 1520 à écrire. Le premier texte, c'était un texte, c'est un éloge à la mémoire de Charlotte, une des filles de François Ier qui était décédée accompagné jusqu'à la mort, qui était décédé quelques semaines après la mort de Claude de France. Puis après, il y a eu ce fameux miroir. Il y a eu aussi différentes comédies, différents poèmes, mais tout ça c'était resté à l'état de manuscrit et non publié, sauf quelques textes ponctuels comme ça. Mais faut attendre les années 1540 pour qu'elle commence à publier, notamment comme le fameux Heptaméron. Voilà. Non, mais les Heptamérons c'est après sa mort. Mais c'est un ouvrage posthume. Voilà, c'est ça. Mais les Marguerites, par exemple, où là était une suite de textes dits de comédie qui n'étaient finalement que des textes à caractère religieux. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait la Marguerite des Marguerites, elle, d'ailleurs, à cause de ça? Ça venait de tous les éloges des autres poètes qui elle protégeait, notamment de Melun de Saint-Gelais, et qui lui avaient donné des titres de ce genre. Mais parce qu'il faut le dire, elle est entourée de tout un petit cénacle, justement, de poètes, d'écrivains, etc. Elle entretient cela. Oui, on dit de François Ier qu'il est le père des lettres, mais c'est elle la véritable mère des lettres, si je puis dire. Je ne contredirai pas cette chose. Oui, elle est très entourée, vraiment. Elle est très entourée, elle suit la politique de sa mère, qui était aussi la politique d'Anne de Bretagne et voire d'Anne de Beaujeu sous Charles VIII, c'est-à-dire où c'est essentiellement les femmes qui parlent leur argent, même si les charges sont données par le roi, les soutiens financiers sont les soutiens féminins. Ce qui est très important, c'est qu'étant devenue reine de Navarre, vivant à Nérac essentiellement et au château de Pau, bien entendu, elle va attirer à sa cour tous ceux qui n'ont plus droit de citer à la cour de son frère, le roi de France, notamment pour des raisons religieuses. Voilà. Marot, donc autour d'elle, il y a une sorte de petit refuge, en fait. Il faut expliquer, ça c'est extraordinaire. Oui. Et alors, elle a de l'argent, elle a du pouvoir. Elle est reine aussi d'un royaume. Un petit État, oui. Mais malgré tout, c'est une protection aussi pour toutes ces personnes. Lefebvre d'Étaples va mourir là-bas en 1535. Oui. Marot, la même année, va aller faire un petit séjour. En parenthèse, pour le père des lettres, c'est un peu embêtant que les deux grands écrivains de son règne aillent mourir chez sa sœur. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Elle les reçoit, elle les recueille, elle parle avec eux. Elle continue d'écrire, puisqu'elle écrira jusqu'à la fin de sa vie. Elle écrira toujours et de plus en plus. Et c'est 10 ans après sa mort, enfin en 57 pour une première version et en 59 qu'on va publier ce fameux Heptaméron, et qui va être son œuvre maîtresse et son titre de gloire dans la littérature. Mais alors, elle était évangéliste dans l'esprit du XVIe siècle, je précise, avant son mariage avec Albret. Elle devient ensuite un des phares, si je puis dire, un refuge en tout cas pour les protestants, qu'on n'appelle pas encore protestants à l'époque, qu'on appelle les réformés. Mais sans adhérer vraiment j'allais dire, était-elle réformée elle-même? Non, c'est ça la question. Jamais, elle s'est jamais convertie. Mais elle est restée catholique jusqu'au bout. Mais c'est comme quelqu'un qui resterait dans ses positions par rapport à une tradition morale, intellectuelle et tout, mais qui serait toujours ouverte et qui soutiendrait finalement les nouveautés ou la réflexion ou d'autres idées qui ne seraient pas forcément celles des dogmes particuliers et reconnus par tout le monde. Et c'est ça toute sa finesse et toute la modernité de cette femme et de son esprit. Mais on peut le retrouver aussi chez René de Ferrare ou René de France, il est la fille de Louis XII, la deuxième, qui a pratiqué exactement la même chose en Italie et qui finalement, et les relations entre les deux femmes étaient aussi régulières. Elles se sont d'ailleurs chargées l'une et l'autre de protéger les uns et les autres. Oui, bien sûr, elles ont été les deux refuges de l'époque, on peut le dire. Elle a été très malheureuse, Marguerite, avec son premier mari, il faut le dire, c'est un mariage complètement nul. Qu'en est-il avec le deuxième, avec le charmant sur Albret? Le plan sexuel, ça se passait très très bien, elle était très contente, parce qu'elle le disait à beaucoup de monde, et elle a eu 2 enfants avec lui, et le lien, c'est visiblement a duré très très honorablement. Après, dans leur intimité, on n'en sait strictement rien, mais en tout cas, c'était pas un mariage malheureux.
Non, c'était pas un mariage malheureux. On peut dire qu'elle va finalement couler des jours assez heureux. Elle va survivre à son frère. Elle n'est pas au chevet de François Ier quand il meurt. C'est quand même étonnant. Elle est chez elle, à Nérac, justement, et elle est sur la route quand elle apprend la mort de son frère, et elle va passer le deuil dans un couvent. Voilà, c'est ça. Et après, elle va écrire sur la mort de son frère. Elle va écrire comme cette nostalgie, ces textes très très émouvants, où là il y a une quantité d'émotions, et c'est ce qui va faire croire à certaines personnes, notamment au 19e siècle, que les liens entre le frère et la sœur étaient plus intimes qu'on... Oui, alors disons les choses, c'est Michelet qui nous qui affirme, enfin qui laisse entendre, parce Guénin que j'ai relu ça avant l'émission exprès, j'ai relu le passage de Michelet. Il est moins affirmatif que Guénin. Oui, voilà. Il laisse entendre qu'il y aurait pu y avoir une relation incestueuse entre le frère et la sœur. Vous n'y croyez pas, vous? Non. Je ne sais pas dans les couloirs, mais non, je crois pas. Ça aurait fait beaucoup plus de bruit que ça, sinon. Oui. Mais d'où vient que les historiens du 19e, et Michelet en premier, étant aimé Marguerite, ils l'ont mise en avant d'une certaine manière? C'était une manière aussi, en mettant la sœur en avant, de ridiculiser davantage un peu plus, un peu plus le frère. Mmh. Et on est dans cette logique aussi de renaissance et de redécouverte d'une littérature. Et Christine Pizan aussi, les textes de Christine Pizan sont de nouveau publiés, et elle fait partie comme ça, comme une marque française de ce qu'on va appeler cet humanisme naissant à l'époque de la Renaissance, même s'il faut faire attention avec les définitions de cet humanisme tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Alors elle était née 2 ans avant François Ier, elle va mourir 2 ans après lui, à côté de Tarbes. Oui. De façon très très apaisée là pour le coup. Oui, de vieillesse, enfin d'usure aussi. Il faut pas oublier que quand vous parliez tout à l'heure qu'à 33 ans elle était encore jeune et belle, à cet âge-là, elle-même disait qu'une femme après 30 ans était une femme non plus belle mais sage. On est quand même dans une logique comme ça d'un temps court de vie. Oui. Mais d'effacement, en l'occurrence, pour ce qui la regarde. Elle laisse derrière elle cette fille, Jeanne, qui va jouer un rôle important dans l'histoire de France, puisqu'elle sera la mère et la formatrice de notre futur roi Henri IV. Et une vraie militante, là, calviniste. Totalement réformée. Alors que justement, le progrès du calvinisme dans les années 40 avait mis un peu en retrait Marguerite de toute la notion de réforme. Merci beaucoup Didier Le Fur d'avoir un peu précisé les contours de ce personnage, de cette figure, de cette silhouette de l'histoire de France que l'on peut retrouver parmi bien d'autres figures dans votre belle biographie de François Ier, publiée chez Perrin et qui s'intitule tout simplement François Ier. Dans un instant, Franck vous répondrait à la question d'Audrey qui veut en savoir plus sur les origines des surnoms que l'on donnait au roi. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et après cette émission consacrée à la sœur de François Ier, nous restons dans le domaine des monarques puisque Audrey vous pose cette question sur la page Facebook de l'émission. Quelle est, Franck, l'origine des surnoms des rois de France ? Vous savez, c'est un truc de chroniqueur essentiellement. C'est un moyen, didactique. C'est un moyen mnémotechnique pour savoir à qui l'on a affaire, tout simplement. Par exemple, Clodion, dès le 5e siècle, est surnommé le chevelu. Et d'ailleurs, les chroniqueurs l'appellent volontiers le chevelu. Clovis II, pour le distinguer du grand Clovis, devient Clovis le feignant. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il était paresseux, mais simplement qu'on n'ait rien à signaler de particulier dans son règne. Alors, au Moyen-Âge, on insiste surtout sur un certain nombre de caractéristiques physiques. Charles le Chauve, par exemple, pour Charles II, Louis le Bègue pour Louis II, Louis le Gros pour Louis VI. Et puis, petit à petit, ce sont les dimensions morales des souverains qui sont mises en avant, à commencer par leur vertu dévote. Je pense à Louis Ier le Pieux, Robert II aussi. Robert était Robert le Pieux. Leur tempérament est mis en avant. Louis XI le Prudent, Charles III le Simple, Charles VIII l'affable, qu'on appelle aussi le courtois parfois, etc. Vous savez très bien que 3 rois de France ont conservé, si je puis dire, ce surnom. On parle de Louis le Juste pour ce qui est de Louis XIII de son vivant. D'ailleurs, on appelle Louis XIII Louis le Juste pendant même le cours de son règne. Oui, les 3 qui ont pris qui ont gardé, si je puis dire, leur surnom, c'est Philippe II, bien sûr, qui est Philippe Auguste, Philippe IV, Philippe le Bel. On dit rarement Philippe IV, on dit Philippe le Bel. Je ne parle pas de Saint-Louis, c'est un cas particulier. Et puis, bien entendu, Louis le Grand. Et Louis le Grand, c'était, bien entendu, Louis XIV.